Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la limite d'une fonction du niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karey. Vous pouvez télécharger le support de ce cours en PDF depuis le site internet que j'indique ici. Alors, le plan de ce cours sera d'abord de définir la limite d'une fonction. Ensuite, nous allons présenter les opérations sur les limites. La notion de forme indéterminée, on va la définir ici, et on va montrer comment lever la forme indéterminée. Ensuite, on va présenter la limite d'une fonction composée. Après cela, on va énoncer le théorème des gendarmes, présenter les limites à droite et les limites à gauche, et enfin, on va parler des asymptotes horizontales, verticales et obliques. Alors, nous commençons par définir la limite d'une fonction. Mais avant de donner la définition mathématique, essayons de voir ce que nous essayons de définir. Ici, on trace la courbe d'une fonction f de x qui est 1 sur valeur absolue de x moins 2 plus 3 en rouge. Et on aimerait définir le comportement de cette fonction quand x s'approche de 2. On voit bien que quand x s'approche de 2, la fonction f de x devient grande, et là en l'occurrence, elle tend vers l'infini. On aimerait définir ce genre de choses. On aimerait aussi définir ce que ça veut dire quand x tend vers l'infini, f de x s'approche de cette ligne bleue qui est 1. Ça, on va la définir également rigoureusement. Alors, pour cela, on va faire quelques rappels et donner quelques intuitions au préalable. Rappelons que l'ensemble des réels, noté R, comprend non seulement les entiers naturels, mais aussi des fractions positives et négatives, mais aussi des nombres tels que racine de 2, pi, etc. Une fonction est une entité mathématique qui part de l'ensemble des réels, pour nous ici, vers l'ensemble des réels, et qui à tout réel x associe une image qu'on note f de x. Alors, le fait que limite de f de x quand x s'approche de a est égal à L va être formalisé, va définir de la manière suivante. Le fait que x s'approche de a peut être formalisé en disant que x est dans un intervalle autour de a. Ici, on note cet intervalle a moins delta, a plus delta. Pour un certain delta suffisamment petit, on dira dans ce cas-là que a moins delta, a plus delta est un voisinage de a. Il est important aussi de noter que x est dans l'intervalle a moins delta, a plus delta, est équivalent au fait que valeur absolue de x moins a inférieure à delta. On pouvait faire pause dans la vidéo et vous convaincre avec quelques étapes que cette propriété-là est équivalente au fait que valeur absolue de x moins a inférieure à delta. Alors, le fait que x s'approche de plus l'infini va être défini en disant que x est plus grand que k pour un certain k suffisamment grand. On dira que k plus l'infini est un voisinage de plus l'infini. Donc cette notion de voisinage va jouer un rôle important dans la définition de la limite. Donc retenons ensemble, pour un a, un nombre réel a fini, son voisinage est défini comme étant a moins delta, a plus delta. Pour l'infini, son voisinage est défini comme k plus l'infini. Alors voici la définition mathématique. Pour une fonction f de l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels, on dit que f de x tend vers L quand x tend vers a, et on écrit ça de la manière suivante, limite de f de x quand x tend vers a égale L, si, quel que soit le voisinage de L, quel que soit le voisinage de la limite, il contient toutes les valeurs de f de x pour x au voisinage de a, tel que x est différent de a. Donc cette définition est générale, on va la préciser et la détailler un peu plus dans certains cas particuliers. Considérons a égale R, et, enfin A un réel, A appartient à R, et L aussi réel. Dans ce cas-là, la définition qu'on vient de donner peut être traduite de la manière suivante. Quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que
quand x est au voisinage de a, c'est-à-dire x appartenant à a moins delta, a plus delta, et x est différent de a, alors f de x est dans le voisinage de L, c'est-à-dire f de x appartient à L moins epsilon et L plus epsilon. On voit bien maintenant le rapport entre cette équation et la définition de départ. Donc on voit bien que tout voisinage de L contient tous les x dans un voisinage de A. Quand A égale plus l'infini, et L est réel, la définition s'écrit de la manière suivante: quel que soit epsilon, il existe K tel que pour x appartenant à K plus l'infini, f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. On voit bien également dans ce cas-là qu'on est en train de dire que pour tout voisinage de L, si elle est réelle, pour tout voisinage de L, il contient tous les f de x pour x dans un voisinage de A. Un voisinage de plus l'infini ici, qui est de la forme k plus l'infini. Pour les autres cas de limite, où L est égal à plus l'infini, ou A égale moins l'infini, etc., je vous laisse les écrire. C'est exactement le même principe en écrivant les bons voisinages selon que L ou A est réel ou infini. Alors, quelques exemples simples de limites. Limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. On va retenir ça de la manière suivante en disant quand x devient grand, 1 sur x devient petit. Exemple, 1 sur 1000, c'est 0,001. 1 sur 1 million, c'est 10 moins 6. On voit bien que quand x devient grand, 1 sur x devient petit. Limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. C'est clair, quand x devient grand, x au carré devient d'autant plus grand. Limite de moins 3x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Nous allons maintenant présenter les résultats concernant les opérations sur les limites. Alors, on peut faire la somme, le produit ou le rapport des limites tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voici quelques exemples. Si je prends x tend vers 2 et si je veux la limite de cette fonction-là, je regarde. Ce terme-là, x, il tend vers 2, x au carré tend vers 4, plus 1, ça tend vers 5, 2 fois 5 égale à 10, donc la limite de cette quantité-là est égale à 10. Je fais maintenant la limite de ce rapport-là, quand x tend vers 0, au numérateur, ça tend vers 0, au dénominateur, ça tend vers 1, donc la limite de ce rapport-là est égale à 0. Pareil pour celle-ci, x tend vers plus l'infini, x au carré plus 1 tend vers plus l'infini, et donc le produit tend vers plus l'infini. Donc vous voyez bien que dans ces différents cas, je suis en train de faire la somme, le produit ou le rapport de limites, et tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça marche très bien. Dans certains cas, on a une forme indéterminée. Par exemple, si j'arrive à une expression où j'ai l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0, ou 0 fois plus l'infini, ou alors plus l'infini plus moins l'infini. Dans ces différents cas, je ne peux pas me décider quelle sera la limite. On appelle ça forme indéterminée. Et dans ce cas, il faut d'abord transformer l'expression pour pouvoir trouver la limite. Je vais vous montrer quelques techniques pour pouvoir se débarrasser des formes indéterminées. Voici un premier exemple. On va lever l'indétermination, c'est-à-dire se débarrasser de la forme indéterminée, par factorisation. Voici un premier exemple. Si je prends la limite quand x tend vers plus l'infini d'un rapport de fonctions comme ça du premier degré, x plus 4 sur x plus 2, je regarde, au numérateur c'est l'infini, au dénominateur aussi, donc c'est une forme indéterminée. Mais si je factorise par x en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, dans ce cas-là, j'obtiens cette expression. Je peux simplifier par x, et il me reste cette quantité-là. Et quand x tend vers plus l'infini, 4 sur x tend vers 0 et 2 sur x tend vers 0, donc ces deux termes disparaissent, et la limite de cette quantité-là est égale à 1. Vous voyez que par cette factorisation par x en haut et en bas, j'ai pu lever l'indétermination et trouver ma limite. Alors, de manière plus générale, on factorise par le terme de plus haut degré. Donc, c'est ce que je vous demande de retenir dans ce slide. Quand j'ai un rapport de fonctions,
et que j'ai une forme indéterminée, je factorise par le terme de plus haut degré. Par exemple, dans ce rapport-là de deux polynômes, au numérateur, je factorise par x au carré, qui est le terme de plus haut degré au numérateur, et au dénominateur, je factorise par x au cube, qui est le terme de plus haut degré au dénominateur. Et dans ce cas-là, je simplifie par x au carré en haut et en bas, et il me reste cette quantité-là, et au dénominateur, j'ai un x. Et dans ce cas-là, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc au numérateur, j'ai 1. Au dénominateur, j'ai 1 aussi pour ce terme-là, mais j'ai l'infini ici, à cause de ce terme en x. Et donc, au global, j'ai plus l'infini au dénominateur, et donc la limite de ce rapport-là est égale à 0. Alors, une deuxième technique pour lever la forme indéterminée, c'est d'utiliser une identité remarquable, que je vous rappelle ici. Alors, rappelons que on va appliquer cette identité remarquable avec racine de x à la place de a et racine de y à la place de b, et on obtient cette égalité-là. Et en fait, cette égalité est très intéressante. Ça veut dire que dès qu'on voit une différence de racines, ben, on multiplie par la somme des racines pour se débarrasser justement des racines. Et c'est ça ce qu'on appelle forme conjuguée. Par exemple, si y est égal à 1, on obtient cette égalité-là. Et donc, dès qu'on voit racine de x moins 1, on multiplie par racine de x plus 1 pour se débarrasser de la racine justement. Et donc on dit que racine de x plus 1 est une forme conjuguée de racine de x moins 1. Alors, voici une application de cette technique. Si je considère la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur racine de x moins 1, alors si je remplace x par 1 ici, je trouve 0 sur 0, donc c'est bien une forme indéterminée. Par contre, si je multiplie par la forme conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire racine de x plus 1, ben, je vais obtenir x moins 1 au numérateur, mais aussi x moins 1 au dénominateur, qui vont simplifier, et au final, il me reste racine de x plus 1. Et quand x tend vers 1, racine de x plus 1 tend vers 2. Et donc j'obtiens par cette technique la limite qui est égale à 2. Alors, voici un énoncé aussi très utile pour calculer les limites. Ça s'appelle la limite d'une fonction composée. Étant donné deux fonctions f et g, si je considère leur composition, donc g de f de x, qui est aussi noté g rond f de x, ça s'appelle la fonction composée. Alors on a si f tend vers une limite b quand x tend vers a, et si g tend vers une limite c quand x tend vers b, alors g de f de x quand x tend vers a va avoir comme limite c. Et donc vous voyez bien ce qui se passe, quand x tend vers a, f de x tend vers b, mais quand ce terme-là, qu'on a noté grand X tend vers b, g de ce grand X, il va tendre vers c. Et donc ça se passe de manière naturelle. On va l'appliquer ici pour cet exemple. Vous voyez comment ça marche dans la pratique. Quand x tend vers 1, x au cube plus 4, ça tend vers 5. Et donc, la racine de cette quantité-là va tendre simplement vers racine de 5. Et pour voir ça comme, finalement, fonction composée, on considère d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur. X au cube plus 4, c'est 5. Et la limite de racine de grand X quand x tend vers grand 5, quand grand X tend vers 5, est égale à racine de 5, et donc la limite globale est égale à racine de 5. Nous énonçons maintenant le théorème des gendarmes, extrêmement utile dans la pratique. Alors, ce théorème est utile notamment quand on ne peut pas calculer la limite facilement, mais par contre on a un encadrement de notre fonction f dont nous aimerions considérer ou calculer la limite. On a un encadrement par deux fonctions g et h qui toutes les deux ont une limite, la même, qui est L. Donc, si les deux fonctions encadrantes ici, g et h, quand x tend vers a, tendent vers L, alors la fonction à l'intérieur tend vers L. Et vous voyez le nom théorème des gendarmes d'où il vient, comme si finalement la fonction f était encadrée par deux gendarmes qui la guident vers la même limite L. Une autre version de ce théorème, c'est que si f de x est plus grand que g de x, et si cette fonction g de x tend vers plus l'infini, alors f de x tend vers plus l'infini. Une dernière version de ce théorème, si f de x est inférieur à une fonction h qui tend vers moins l'infini, et donc f forcément tend vers moins l'infini, puisqu'elle est plus petite qu'une fonction qui tend vers moins l'infini.
Voici un exemple. Si notre fonction f est comprise entre 2 moins 1 sur x et 2 plus 1 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, on voit qu'à gauche et à droite, la limite est égale à 2, et donc la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égale à 2. Théorème, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent rencontré dans les exercices du bac. Donc théorème à bien comprendre et à bien appliquer dès que vous voyez dans une question un encadrement d'une fonction, et après on vous demande la limite, c'est qu'ils veulent que vous utilisiez le théorème des gendarmes. Voici un exemple pratique fréquent au bac, c'est montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égale à 0. Alors on part du fait que sinus x est compris entre moins 1 et 1. Pour x strictement positif, comme x tend vers plus l'infini, on peut considérer que x, à partir d'un certain moment, il va devenir strictement positif. On peut diviser par x ces inégalités. Comme x est positif, ça ne change pas le sens des inégalités. Et on obtient sinus x sur x, y compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Et comme chacun de ces termes-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, on déduit par le théorème des gendarmes que sinus x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Nous définissons maintenant les notions de limite à droite et limite à gauche. Nous aimerions maintenant définir pour une fonction qui est de R vers R, le fait que f de x tend vers L quand x tend vers A à droite, que nous notons x tend vers A+. Donc ça veut dire à droite, que si vous imaginez la courbe de f, que x s'approche de A tout en étant plus grand qu'A. Et donc, on le définit un peu de manière similaire à ce qu'on a fait pour la limite sans que ça soit à droite. Si donc, quel que soit le voisinage de L, il contient toutes les valeurs de f de x pour x au voisinage de A, tel que x est plus grand que A. Donc c'est ce tel que x plus grand que A qui dit que nous considérons la limite à droite de A. De manière similaire, on dit que f de x tend vers L quand x tend vers A à gauche, qu'on note x tend vers 1 moins. Si quel que soit le voisinage de L, il contient toutes les valeurs de f de x pour x au voisinage de A tel que x, cette fois-ci strictement plus petit qu'A. Donc à gauche de A, ça veut dire x est plus petit qu'A. Voici quelques exemples. Limite de 1 sur x quand x tend vers 0+, c'est-à-dire x tend vers 0 à droite, c'est-à-dire x tend vers 0 mais x est positif. Dans ce cas-là, cette limite est plus infinie. Par contre, la même fonction, quand x tend vers 0 moins, elle tend vers moins l'infini. Et comme dans cet exemple, cette fonction admet une limite à droite et une limite à gauche qui sont différentes, alors la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x n'existe pas, puisque les limites à droite et à gauche sont différentes. Enfin, on va présenter les asymptotes. Notons CF la courbe de f. Si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à L, un réel, on dit dans ce cas-là que la courbe de f admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale L. Si la limite de f de x quand x tend vers A est égale à l'infini, on dit dans ce cas-là que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale A. C'est le cas aussi si limite quand x tend vers A+, donc à droite de A de f de x est égale à l'infini, et où la limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égale à l'infini. Dans ce cas-là aussi, on dit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale A. Alors, on verra graphiquement ce que ça veut dire, mais d'abord prenons un exemple ici, f de x égale 1 sur valeur absolue de x moins 2 plus 1. Regardons, quand x tend vers plus l'infini, f de x, ce terme-là tend vers 0, donc f de x tend vers 1, et donc la courbe de f admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 1. Par contre, quand limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à plus l'infini, et donc la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. Alors, ce cas est tracé ici, et donc en plus l'infini, la fonction tend vers 1, et donc la courbe bleue, qui est la droite
d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Et comme quand x s'approche de 2, f de x tend vers l'infini, et ben la droite verte, qui est la droite d'équation x égale 2, est une asymptote verticale à la courbe de f en x égale 2. Voici enfin la notion d'asymptote oblique. Notons CF, la courbe de f. Si la limite de f de x moins ax plus b, où a et b sont deux réelles données, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, dans ce cas-là, on dit que la courbe de f admet une asymptote oblique en plus l'infini d'équation y égale ax plus b. Voici un exemple, considérant cette fonction-là, qui est un rapport de deux polynômes. On peut la décomposer de cette manière-là. Ici, on peut factoriser par x, ce terme de gauche, et donc on obtient 2x moins 1 plus 1 sur x. Maintenant, si je considère f de x moins 2x moins 1, c'est-à-dire ce terme, je le passe à gauche, ben, j'obtiens 1 sur x, et la limite de ce qui reste, 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et donc la courbe de f admet une asymptote oblique d'équation y égale 2x moins 1. Graphiquement, ça donne cette courbe-là. Ça, c'est notre fonction f que nous avons considérée. Ça, c'est la droite y égale 2x moins 1. Et on voit que la courbe de f s'approche de la droite y égale 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, d'où la notion d'asymptote oblique quand x tend vers plus l'infini. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.